Stubb tue une baleine. Si pour Starbuck, l'apparition du squid fut de mauvais présage, pour Kikeg, ce fut tout autre chose. « Quand vous voit, lui, Kid, » dit le sauvage en repassant son harpon dans les avants de sa baleinière hissée à bord, « vous vite voir cachalot. » Le lendemain fut extrêmement calme et lourd. N'ayant rien de spécial pour l'occuper, l'équipage du Pécode avait peine à résister à l'envoûtement du sommeil provoqué par une telle mer vide. Car cette partie de l'océan Indien, dans laquelle nous croisions, alors n'est pas ce que les baleiniers appellent un terrain vif. C'est-à-dire qu'il offre à la vue moins de marsouins, de dauphins, de poissons volants et autres vifs habitants des eaux plus agitées que celles au large de Rio de la Plata ou des eaux près de la côte du Pérou. C'était mon tour d'être en vigie sur le mât de misaine, et les épaules appuyées contre les haubans du cacatois établi, je me laissais paresseusement bercer dans ce qui semblait être un air enchanté. Ma volonté n'y pouvait résister. À la fin, perdant conscience dans cette rêverie, mon âme se détacha de mon corps, bien que mon corps continuât d'osciller, comme le fait un pendule longtemps après que la force qui l'a mise en marche s'est retirée. Avant de sombrer dans l'oubli total, j'avais remarqué que les vigies du grand mât et du mât d'artimon somnolaient, de sorte que, en fin de compte, nous nous balancions tous les trois sans vie dans les éparses et qu'à chacune de nos oscillations, la tête du timonier, endormie en bas, hochait elle aussi. Les vagues aussi hochaient leurs têtes indolentes, et au milieu du vaste engourdissement de la mer, l'Est dodelinait de la tête vers l'Ouest, et le soleil lui-même dormait au-dessus de tout. Subitement, des bulles semblèrent éclater sous mes paupières closes. Mes mains s'agrippèrent au haubans comme des écrous. Quelque puissance invisible et amie venait de me sauver. Avec un sursaut, je revins à la vie. Que vis-je alors ? Tout près, sous le vent du navire, à moins de 40 brasses, un gigantesque cachalot roulait dans l'eau, comme le corps chaviré d'une frégate. Son large dos, brillant d'une couleur éthiopienne, étincelait aux rayons du soleil comme un miroir. Mais ondulant paresseusement dans l'entre-deux des lames, et de temps à autre lançant tranquillement son jet vaporeux, ce cachalot semblait un gros bourgeois fumant sa pipe par un chaud après-midi. Mais cette pipe, pauvre cachalot, fut ta dernière. Comme s'il avait été touché par la baguette d'un magicien, le navire, somnolent, et chacun des dormeurs du bord se réveillèrent en sursaut. Plus de 20 voix, de toutes les parties du navire, firent chorus avec les 3 voix d'en haut, ululant le cri habituel, tandis que le grand animal lançait lentement et régulièrement dans l'air l'eau étincelante et salée. « Dégagez la baleinière ! L'eau fait !» cria Achab. Et, obéissant à son propre commandement, il fit tomber la barre avant que le timonier ait pu mettre la main au poignet. L'exclamation subite de l'équipage avait dû alarmer la baleine. Les baleinières n'étaient pas encore à la mer qu'elle vira majestueusement et s'en fut sous le vent, mais avec une si constante tranquillité et en troublant si peu la surface de sa nage, qu'Achab pensa qu'après tout, elle n'était peut-être pas encore alertée, et en conséquence, il défendit de se servir des avirons et recommanda de ne parler qu'à voix basse. Ainsi, accroupis comme des Indiens de l'Ontario sur les plabords des baleinières, nous avancions rapidement mais en silence, en utilisant les pagaies, l'accalmie ne permettant pas de se servir des voiles muettes. Bientôt, tandis que nous glissions ainsi à sa poursuite, le monstre agita perpendiculairement sa queue à 40 pieds en l'air, puis disparut à nos yeux comme une tour engloutie. « La nageoire bouge !» fut le cri général, et à la suite de cette annonce, Stubb sortit aussitôt une allumette et alluma sa pipe, car un répit nous était accordé. Le temps normal du plongeon écoulé, la baleine remonta de nouveau. Elle était maintenant à l'avant du canot du fumeur, et plus près de lui que des autres embarcations. Stubb comptait bien avoir l'honneur de la capture. Dès lors, il devint évident que la baleine s'était enfin aperçue qu'on la poursuivait. Le silence et les précautions n'étaient plus de mise. Les pagaies furent rentrées et les avirons furent bruyamment mis en jeu.
Tirant sans cesse des bouffées de sa pipe, Stubb encourageait son équipage pour l'assaut. Oui, le poisson avait brusquement changé de tactique. Sensible au danger, il allait, la tête dressée, projetant par côté une folle écume. Note de bas de page. On verra par ailleurs quelle substance étonnamment légère recèle l'intérieur entier de la tête du cachalot. Bien qu'elle paraisse la partie la plus massive, elle est de beaucoup la plus légère. Ainsi, il peut lever la tête avec facilité et ne manque jamais de le faire lorsqu'il donne toute sa vitesse. De plus, telle est la largeur de l'étrave qui forme la partie supérieure de son front, et telle la conformation effilée de l'étrave qui en est la partie inférieure, qu'en levant la tête obliquement, on peut dire que, de galiote lourde aux avants carrés, il se transforme en bateau-pilote en pointe new-yorkais. Fin de note. Filez, filez, mes gars. Ne vous pressez pas. Prenez votre temps, mais marchez. Faites-lui peur comme des tonnerres, v'là tout, cria Stubb, soufflant sa fumée tout en parlant. En avant, maintenant. Des coups longs et forts. Tâche-tego, allons, tâche, mon gars. Allez toujours. Mais restez de sang-froid. De sang-froid, des concombres, c'est le mot. Doucement, doucement. Marchez comme la mort amère et les diables ricanants. Faites dresser tout droit les morts dans leur tombe, les gars. V'là tout. Filez. Wow! Aboya en réponse l'homme du Guéhéd, lançant au ciel quelques vieux cris de bataille, tandis que chaque rameur, dans la baleinière trop poussée, rebondissait involontairement en avant avec l'énorme coup de rame que donnait le bouillant indien, qui était à leur tête. Mais ces cris sauvages furent accueillis par d'autres cris non moins sauvages. « Y est, qui est ?» hurlait Dago, se courbant de toutes ses forces en avant et en arrière sur son siège, comme un tigre qui va et vient dans sa cage. « Kala, Kolo !» hurlait Kikeg, comme s'il faisait claquer ses lèvres sur une bouchée de beefsteak de grenadier. Et ainsi, les rames, les cris et les coques fendaient la mer. Cependant, Stubb, gardant sa place avancée, continuait d'encourager ses hommes à l'attaque, tout en soufflant des bouffées de fumée de sa bouche. Tous tirèrent et peinèrent comme des bandits traqués, jusqu'au moment où retentit le cri inattendu. « Debout, Tâche-tego, donne-lui-en !» Le harpon fut lancé. « Debout, Tâche-tego, donne-lui-en !» « Arrière toutes !» Les rameurs firent marche arrière. À l'instant même, quelque chose de chaud et de sifflant fila sur leurs poignets. C'était la ligne magique. Quelques secondes plus tôt, Stubb l'avait rapidement tourné par 2 fois autour du tambour, d'où, en raison de la rapidité croissante des encerclements, une fumée de chanvre bleuâtre s'élevait maintenant et se mêlait à la fumée régulière de sa pipe. La ligne continuait donc à courir autour du tambour, mais avant d'atteindre ce point, elle passait et repassait comme un éclair à travers les 2 mains de Stubb, dont la manique, faite de petits carrés d'étoffe, dont on se sert généralement en de pareils moments, était accidentellement tombée. Cela revenait à tenir par la lame l'épée à double tranchant d'un ennemi, tandis que cet ennemi s'efforce de vous l'arracher. « Mouillez la ligne, mouillez la ligne !» hurla Stubb au rameur assis près de la baille. Celui-ci ôta son chapeau d'un geste brusque et l'emplit d'eau de mer qu'il lança. Note de bas de page. Pour démontrer combien ceci est indispensable, il est bon de dire ici que, dans l'ancienne pêcherie hollandaise, on se servait d'une brosse à laver pour jeter de l'eau sur la ligne en course. Sur beaucoup d'autres bateaux, une coupe de bois ou un seau est préparée pour, mais rien de plus pratique que notre chapeau. Fin de note. On fila encore quelques tours, de sorte que la ligne commença à tenir en place. Maintenant, la baleinière volait sur l'eau comme un requin toute nageoire dehors. En chancelant, Stubb et Tâche-tego changèrent de place, avant pour arrière, action vraiment dangereuse dans tout ce chahut. La ligne vibrante s'allongeait dans toute la longueur de la baleinière. Elle était maintenant plus tendue qu'une corde de harpe. Vous pouviez penser que l'embarcation avait 2 quilles, une coupant l'eau, l'autre l'air, tandis qu'elle se frayait un chemin dans ces 2 éléments différents. Une cascade frappait sans discontinuer son étrave, et sans cesse un remous tourbillonnait dans son sillage. Au moindre mouvement, à l'intérieur, ne fût-ce que celui d'un petit doigt, le canot vibrant, claquant, penchait spasmodiquement vers la mer jusqu'au niveau de ses plabords.
Ainsi filions-nous, chaque homme se cramponnant de toute sa force à son siège, pour ne pas être projeté dans l'écume. À l'aviron de guide apparaissait la haute silhouette de Tachetego, presque cassée en deux, afin qu'il pût garder son équilibre. Il nous semblait traverser des Atlantiques et des Pacifiques entiers. Enfin, la baleine ralentit quelque peu sa fuite. « Souquet, souquet ferme !» cria Stubb aux rameurs de l'avant. Et virant de bord pour faire face à la baleine, tous les rameurs lancèrent l'embarcation vers elle, sans cesser cependant d'être remorqués par elle. Se rangeant au flanc de l'animal et emboîtant fermement son genou dans la genouillère, Stubb frappa à coups redoublés la bête en fuite. Au commandement, le canot, alternativement, faisait marche en arrière pour éviter l'horrible roulis du monstre, puis revenait se ranger à ses côtés pour une nouvelle attaque. Une rouge marée se répandait maintenant tout autour de la bête comme des ruisseaux le long d'une colline. Son corps torturé ne roulait plus dans l'eau salée, mais dans du sang qui, pendant des brasses, bouillonnait dans le sillage de la baleinière. Un soleil oblique jouait sur cet étang cramoisi et se reflétait sur chaque visage, de sorte que, les uns pour les autres, les matelots flamboyaient comme des peaux rouges. Et sans répit, jet après jet, une vapeur blanche fusait par les évents de l'animal à l'agonie. En même temps que, bouffée véhémente après bouffée véhémente, la pipe du second surexcité se consumait. Cependant qu'après chaque coup, allant à bord sa lance torse par le filin auquel elle était fixée, Stubb la redressait par quelques coups rapides contre le plat-bord, pour ensuite la planter à nouveau dans la baleine. « Plus près, cria-t-il alors à l'homme de l'avant. Lorsque la baleine affaiblie ralentit sa fureur. « Plus près, tout près !» Et la baleinière se rangea le long des flancs du monstre. Penché le plus possible sur l'avant, Stubb enfonça en vrille sa longue lance bien aiguisée dans le corps de la bête, et l'atteint là, taraudant avec soin, comme s'il cherchait précautionneusement quelque montre d'or que la baleine eût pu avaler, et comme s'il avait eu peur de la briser avant de l'en sortir. Mais cette montre en or était la vie secrète de l'animal. Elle fut atteinte, car sortant de sa léthargie pour entrer dans cette chose inexprimable qu'on appelle sa fleurie, l'horrible monstre se vautra dans son propre sang et couvrit ses dernières convulsions d'un embrun impénétrable, de sorte que la baleinière, en danger, dut faire marche arrière, avec de grandes difficultés, afin de sortir de cette pénombre fantastique et de retrouver la clarté du jour. Sa fleurie s'épuisant, elle réapparut une fois encore à la vue des hommes, se secouant de part et d'autre, dilatant et contractant spasmodiquement ses évents avec une sorte de râle saccadé. Finalement, des flots de sang caillé, comme la lie pourpre d'un vin rouge, jaillirent dans l'air plein d'épouvante, puis retombèrent et dégouttèrent dans la mer, le long de ses flancs immobiles. Son cœur avait éclaté. « Elle est morte, monsieur Stubb, » dit Dago. « Oui, les 2 pipes sont finies de fumer, » répliqua Stubb. Et retirant la sienne de sa bouche, il en éparpilla les cendres mortes sur l'eau, puis demeura un instant à regarder pensivement l'énorme cadavre qu'il venait de faire. Le dard. Un mot encore concernant un incident du dernier chapitre. Selon l'usage immuable de la pêcherie, la baleinière s'éloigne du vaisseau avec le chef ou tueur de baleines, comme timonier provisoire. Le harponneur ou attacheur de baleine se tenant à la première rame, celle qu'on nomme la rame harponneur. Or, un bras fort et nerveux est nécessaire pour lancer le premier fer dans la bête. Car souvent, dans ce qu'on appelle un dard long, le lourd instrument doit être lancé d'une distance de 20 ou 30 pieds. Cependant, pour si prolongée et fatigante que soit la chasse, le harponneur doit ramer de toutes ses forces. Il doit même donner aux autres l'exemple d'une activité surhumaine, non seulement par sa façon inouïe de ramer, mais encore par des exclamations répétées, intrépides et fortes. Et personne ne peut savoir, sauf celui qui l'a essayé, ce que c'est que de continuer à hurler quand on a les muscles tendus et à moitié rompus. Moi, par exemple, je ne puis brailler de bon cœur et faire en même temps un travail fou. Donc, dans cet état de tension, et tout en hurlant, le dos au poisson, le harponneur épuisé entend tout à coup le cri excitant « Debout et donne-lui-en »
Il doit alors laisser tomber sa rame et la fixer, se tourner à demi sur lui-même pour dégager son harpon de la fourche et, avec le peu de force qui lui reste, essayer de le lancer dans la baleine. Quoi de surprenant alors que, dans toute flotte baleinière, sur 50 chances pour un dard, il n'y en ait pas 5 qui réussissent. Il n'est donc pas étonnant que 50 malheureux harponneurs soient follement injuriés et dégradés. Il n'est pas étonnant que certains d'entre eux se crèvent les artères dans la baleinière. Il n'est pas étonnant que certains cachalotiers demeurent absents pendant 4 ans pour ne pas rapporter plus de 4 barils. Pas étonnant non plus que, pour beaucoup de propriétaires, la chasse à la baleine ne soit qu'une mauvaise affaire. Car c'est sur le harponneur que repose le voyage. Et si vous lui ôtez le souffle du corps, que voulez-vous attendre de lui quand vous en avez le plus besoin? Si le dard réussit, nouvel instant critique lorsque la baleine commence à courir et que le chef de l'embarcation, ainsi que le harponneur, commencent à courir également de l'avant à l'arrière pour le plus grand danger d'eux-mêmes et de tous les autres. Ils changent alors de place et le chef du petit bateau prend la sienne propre à l'avant de la baleinière. Qu'on veuille prétendre le contraire m'est égal, mais j'affirme que tout ceci est à la fois inutile et dangereux. Le chef devrait rester à l'avant, du commencement à la fin. Il devrait garder le harpon et la lance, et il ne devrait point ramer, sauf dans certaines circonstances où c'est nécessaire pour tous. Je sais que parfois cela pourrait comporter une légère perte de vitesse dans la poursuite, mais une longue expérience sur divers baleiniers de plus d'une nation m'a convaincu que, dans la majorité des faillites de la pêcherie, la raison n'est pas tant dans la vitesse de la baleine que la fatigue du harponneur à laquelle je viens de faire allusion. Pour assurer la plus grande efficacité du dard, les harponneurs de ce monde devraient, debout, se tenir en état de paresse et non en état de travail. La fourche. Du tronc de l'arbre poussent les branches, d'elles les ramilles. Ainsi, dans les sujets productifs poussent les chapitres. La fourche, à laquelle il est fait allusion précédemment, mérite une mention à part. C'est un bâton ébranché d'une forme spéciale, de quelque 2 pieds de long, qui est inséré perpendiculairement dans le plat-bord de tribord, près de l'avant, pour servir de support à une des extrémités, celle de bois, du harpon. L'autre extrémité, nue et barbelée, s'avance obliquement à la proue. Le javelot est donc ainsi à la portée du lanceur, qui l'arrache aussi facilement de son support qu'un homme des forêts vierges arrache son fusil du mur. La coutume est d'avoir 2 harpons placés dans la fourche. On les appelle respectivement le premier et le deuxième fer. Mais ces 2 harpons, chacun par son propre filin, sont tous 2 attachés à la ligne. Le but étant de les lancer si possible l'un après l'autre dans la même baleine, de sorte que si l'un sortirait, l'autre tiendrait. C'est doubler les chances. Seulement, il arrive souvent qu'à cause de la fuite instantanée, brutale et convulsive de la baleine, lorsqu'elle reçoit le premier fer, il devient impossible pour le harponneur, même si les mouvements sont comme des éclairs, de lancer sur elle le deuxième fer. Cependant, le deuxième fer étant déjà attaché à la ligne et la ligne se mettant à courir, il faut absolument qu'il soit jeté hors du bateau. N'importe comment et n'importe où, sans quoi tout l'équipage serait dans le plus terrible danger. En pareil cas, il est donc jeté à l'eau. Les rouleaux de la ligne en réserve dans la baille, dont il a été parlé dans un chapitre précédent, rendent la chose possible dans la plupart des cas. Mais cette action dangereuse est souvent suivie des accidents les plus tristes et les plus mortels. De plus, il faut savoir que, lorsque le second fer est jeté par-dessus bord, il devient une terreur suspendue et coupante, faisant de folâtres arabesques autour de la baleine et de la baleinière, entremêlant les lignes ou les coupant, procurant des sensations prodigieuses en toutes directions. En général, il est impossible de le rattraper jusqu'à ce que la baleine capturée soit devenue un cadavre. Considérez donc maintenant ce que doit être le cas de 4 baleinières, entreprenant ensemble la capture d'une baleine exceptionnellement forte, vive et rusée. Lorsque, grâce à ses qualités ainsi qu'aux 1000 accidents possibles au cours d'une entreprise audacieuse, 8 ou 10 seconds fers perdus peuvent se promener en liberté autour d'elle. Car, bien entendu,
Chaque canot a plusieurs harpons fixés sur la ligne pour le cas où le premier lancé inefficacement ne peut être repris. Tous ces détails sont racontés fidèlement ici parce qu'ils ne manqueront point d'éclairer diverses phrases très importantes et compliquées de scènes qui seront décrites par la suite. Le souper de Stubb. La baleine de Stubb avait été tuée à quelque distance du vaisseau. Il y avait une accalmie. Alors, attelant les 3 baleinières en flèche, nous commençâmes le lent remorquage du trophée au Pécode. Nous autres, 18 hommes, avec nos 36 bras et nos 180 doigts et pouces, tout en besognant lentement sur la mer, heure après heure, sur cette inertie, nous eûmes de bonnes preuves de l'énormité de la masse que nous traînions, car c'est à peine si nous semblions bouger. En Chine, sur le grand canal de Hangzhou, ou ce qu'on appelle ainsi, 4 ou 5 haleurs sur le sentier remorquent une jonque volumineuse toute frettée, à la vitesse d'1 mille par heure. Mais la grosse caraque que nous remorquions se frayait lourdement un chemin, comme si elle avait été chargée d'une masse de saumon de plomb. L'obscurité vint, mais 3 lumières posées de haut en bas dans le gréement du Pécode éclairaient faiblement notre chemin. En approchant, nous vîmes Achab qui laissait pendre quelques lanternes supplémentaires par-dessus la rambarde. D'un œil vide, il regarda un instant la baleine qui tanguait et donna les ordres habituels d'arrimage pour la nuit. Puis, passant sa lanterne à un matelot, il s'enfuit à sa cabine et ne se montra plus jusqu'au matin. Le capitaine Achab avait montré son activité coutumière pendant qu'il surveillait la poursuite de cette baleine. Mais maintenant qu'elle était morte, il montrait quelques signes de mécontentement, d'impatience ou de désespoir. Comme si la vue de ce cadavre lui avait rappelé que Moby Dick était encore à tuer, et que, apporta-t-on à son vaisseau 1000 autres baleines, cela n'avancerait pas d'un iota la réalisation de son objectif de maniaque. Bientôt, à entendre les bruits sur le pont du Pécode, il sembla que les marins s'y préparaient à jeter l'ancre, car de lourdes chaînes furent hissées sur le pont et lancées bruyamment par les sabords. Mais par ces chaînons retentissants, c'était non le vaisseau, mais le vaste cadavre qui devait être amarré. Attachée par la tête à l'arrière et par la queue aux avants, la baleine au corps noir était maintenant allongée tout près du vaisseau, et vue dans l'obscurité nocturne, qui cachait les éparses et le gréement, vaisseau et baleine semblaient 2 bœufs colossaux, attelés ensemble, et dont l'un aurait été couché tandis que l'autre restait debout. Note de bas de page. Un petit détail peut être dit ici. La plus sûre et solide prise qu'a le vaisseau sur la baleine lorsque celle-ci est amarrée à son flanc est par la queue. Comme elle est plus dense, cette partie est relativement plus lourde que les autres, sauf les nageoires de côté. Sa flexibilité, même dans la mort, fait qu'elle s'enfonce loin sous la surface, si bien qu'on ne peut l'atteindre à la main, du bateau, afin de placer une chaîne autour. Mais cette difficulté est ingénieusement résolue. Une petite et forte ligne est préparée avec un flotteur en bois à son extrémité, et un poids en son milieu, tandis que l'autre bout est fixé au vaisseau. Avec adresse, le flotteur est amené, de sorte qu'il s'élève de l'autre côté de la masse, et ainsi, la baleine étant encerclée, on fait facilement suivre la chaîne qui, glissée le long du corps, est enfin fermement attachée à la partie la plus étroite de la queue, au point de jonction des ailerons. Fin de note. Si pour autant qu'on pouvait le savoir, le sombre Achab était maintenant en état de quiétude. Par contre, Stubb, son second, enivré de victoire, manifestait une excitation inaccoutumée, mais toujours bienveillante. Il était tellement agité que le grave Starbuck, son supérieur, tranquillisé, lui abandonnait pour le moment la direction des affaires. Une des petites raisons qui contribuait à cette agitation de Stubb se manifesta bientôt étrangement. Stubb était bon vivant. Il aimait la baleine immodérément, en tant que chose agréable au goût. Une tranche avant que j'aille dormir. Vous, Dago, sautez la rambarde et allez me couper un morceau de sa partie mince.
Sachez que bien que ces pêcheurs sauvages, généralement et selon l'axiome militaire, ne fassent pas payer les frais de la guerre à l'ennemi, du moins avant que les produits du voyage soient réalisés, de temps à autre on rencontre quelques-uns de ces Nantuckets qui raffolent de cette partie du cachalot désignée par Stubb, et qui est l'extrémité effilée du corps. Vers minuit, la tranche demandée fut coupée et cuite, et éclairé par 2 lanternes à l'huile, Stubb se tint debout gaillardement pour manger son souper de baleine, à la tête du cabestan, comme si le cabestan avait été un buffet. Mais Stubb n'était pas seul cette nuit-là à se repaître de chair de baleine. Ajoutant leur claquement à ses propres mastications, des milliers de requins se pressaient autour du Léviathan mort et se régalaient goulûment de sa graisse. En bas, dans leur hamac, quelques dormeurs sursautaient souvent au bruit de claques de leur queue contre la coque du navire, à quelques pouces de leur cœur de dormeur. En regardant attentivement la mer, on pouvait les voir, comme on les avait entendus, qui se vautraient dans les eaux moroses et noires, se renversant sur le dos pour creuser dans la baleine des trous ronds de la grosseur d'une tête humaine. Cet exploit du requin semble presque tenir du miracle. Comment, d'une surface apparemment inattaquable, arrive-t-il à arracher des bouchées aussi symétriques? Cela reste une partie du problème universel. On ne peut mieux comparer la marque qu'il laisse ainsi sur la baleine qu'au trou fait par le menuisier lorsqu'il fraise la place d'une tête de vis. Bien que, dans l'horreur diabolique et fumante d'un combat naval, on voit les requins regarder avec envie vers les ponts du vaisseau, comme des chiens affamés vers une table où on taille de la viande rouge, prêts à avaler d'une bouchée chaque homme tué qu'on leur lance, et, tandis que sur la table du pont, les vaillants bouchers sont en train cannibalesquement de taillader mutuellement leur viande vivante, avec des couteaux tout dorés et ornés de glands. En réalité, ces animaux, eux, avec leur bouche ornée de bijoux, tailladent la viande morte en se querellant sous la table. Que vous retourniez la chose sans dessus-dessous, ça restera toujours à peu près la même affaire, c'est-à-dire une affaire de requin assez choquante pour tout le monde. Les requins sont aussi les commissionnaires brevetés de tous les négriers qui traversent l'Atlantique, les accompagnant systématiquement au trot pour être à portée de main au cas où il y aurait un colis à livrer quelque part ou un esclave mort à ensevelir décemment. On pourrait donner d'autres exemples d'endroits et d'occasions au cours desquels les requins se réunissent pour festoyer gaiement. Cependant, en aucune occasion et à aucun moment, on ne les trouve en aussi grand nombre et en si joyeuse humeur qu'autour d'une baleine morte, amarrée la nuit à un baleinier au large. Si vous n'avez jamais vu ça, alors suspendez votre jugement quant à l'opportunité d'adorer le diable et de vous le concilier. Jusqu'alors, Stubb n'avait pas prêté attention au clapotis du banquet qui se passait si près de lui, pas plus du reste que les requins ne faisaient attention lorsqu'il pourléchait ses lèvres épicuriennes. « Coq, coq, où est ce vieux Fliss » cria-t-il enfin en écartant un peu plus les jambes, comme pour former une base plus solide à son souper. Puis, tout en piquant sa fourchette dans le plat, comme il aurait piqué sa lance, il appela de nouveau. « Coq, hé, amène-toi, le coq !» Le vieux nègre, pas du tout enchanté d'avoir été tiré de son hamac chaud à une heure si mal choisie, arriva d'un pas traînant de sa cuisine. Comme pour beaucoup de vieux nègres, il y avait quelque chose qui clochait avec ses rotules, qu'il ne tenait pas aussi bien astiquées que ses autres casseroles. Donc ce vieux Fliss, comme on l'appelait, arriva se traînant et boitant, s'aidant pour marcher de ses pincettes qui étaient assez sommairement façonnées avec des cercles de fer redressés. Ce vieil ébène s'avança lourdement et, au commandement, s'arrêta net du côté opposé du buffet de Stubb. Les 2 mains en avant, posées sur sa canne à 2 branches, il courba un peu plus le dos en même temps qu'il allongeait sa tête afin de se servir de sa meilleure oreille. « Coq, » dit Stubb, en fournant assez rapidement un morceau plutôt rouge dans sa bouche. « Vous ne croyez pas que cette portion est un peu trop cuite ? Vous l'avez trop battue, Coq, c'est trop tendre. Est-ce que je n'ai pas toujours dit qu'une tranche de baleine, pour être bonne, doit être dure ? Regardez donc ces requins à côté. Ne croyez-vous pas qu'ils la préfèrent dure et crue ? Quel chahut ils font ! Allez leur parler, Coq. Dites-leur qu'on les invite volontiers à se servir d'une manière civile et modérée, mais qu'ils ne doivent pas faire de bruit. »
Le diable m'emporte si je peux seulement entendre ma propre voix. Allez, Coq, et livrez-leur mon message. Prenez cette lanterne. Il en ôta une de son buffet. Allez leur faire un prêche. Maussade, le vieux Fliss, prit la lanterne et traversa le pont en boitant pour aller au bastingage. Là, d'une main, il descendit sa lumière tout près de la mer, afin de mieux voir son auditoire. De l'autre main, il brandissait ses pincettes et, se penchant, il commença à parler au requin d'une voix marmottante, tandis que Stubb, venu à pas feutrés derrière lui, écoutait tout ce qu'il disait. « Chez Frêle, je suis ici condamné de dire que vous devez arrêter ce damné bruit que vous faites. Vous m'entendez? Arrêtez-vous de faire ce bruit de lèchement de lèvres. Massa Stubb, il dit que vous pouvez emplir vos damnées ventes jusqu'aux écoutilles. Mais pas dit. Vous devez arrêter ce damné chahut. »« Coq, s'interposa Stubb, accompagnant le mot d'une soudaine claque sur l'épaule. Coq, que vos yeux soient damnés. Il ne faut pas jurer comme ça quand vous prêchez. Ce n'est pas la façon de convertir les pécheurs, Coq. Qui sait? Allô, prêchez-les vous-même, répliqua le vieux nègre bougon en se tournant pour partir. Non, Coq, continuez. Bon, alors, frère bien-aimé. Très bien, approuva Stubb. Cajolez-les, essayez ça. Et Fliss continua. Vous êtes des requins et de nature voraces. Pourtant, moi, je vous dis, frère, que ces voracités, cessez de claquer vos queues. Comment croyez-vous entendre si vous continuez avec de tels damnés claquements et guignotements là-bas? Coq, l'interrompit Stubb, je ne veux point de ces jurons. Parlez-leur comme un gentleman. Votre véracité, frère, je ne vous blâme pas tant pour ça. Ça, c'est la nature, et il y en a à faire. Mais gouverner cette mauvaise nature, ça, c'est l'affaire. Vous êtes des requins, certainement. Mais si vous gouvernez les requins en vous, alors vous êtes ange. Ça, tout ange n'est rien d'autre qu'un requin bien gouverné. Allô, regardez donc, mes frères. Essayez une fois d'être polis en vous sévant de cette baleine. N'arrachez pas la graisse de la bouche de votre voisin, je dis. Un requin est aussi bon qu'un autre pour cette baleine. Eh, pas dit, aucun de vous ne doit à cette baleine. Cette baleine appartient à quelqu'un d'autre. Je sais bien que quelques-uns de vous ont de très grandes bouches, plus grandes que celles des autres, mais alors quelquefois de grandes bouches ont de petits ventres. De sorte que la grande bouche, elle n'est point pour avaler avec, mais pour tailler des morceaux pour les petits tribus requins qui ne peuvent pas se servir eux-mêmes. Très bien, vieux Fliss, s'écria Stubb. Ça, c'est chrétien. Continuez. Pas la peine de continuer. Les damnés vilains persistent à se battre et à se donner des claques mutuellement, massa Stubb. Ils n'entendent pas un mot, pas la peine de pécher à des damnés gloutons, comme vous les appelez, jusqu'à ce que leur ventre soit plein et leur ventre n'ont pas de fond. Et quand ils sont pleins, alors ils ne vous entendent pas. Ça alors, ils s'enfoncent dans la mer et ils s'endorment sur le corail. Et ils n'entendent plus rien du tout, pas plus jamais pour toujours et toujours. Par mon âme, je suis à peu près de la même opinion. Alors donnez-leur la bénédiction, Fliss, et je retournerai à mon souper. Sur ce, étendant ses deux mains sur le chahut poissonneux, le vieux Fliss, de sa voix aiguë, s'écria. « Maudits frères, faites les plus damnés tapages que vous pouvez, emplissez vos damnés ventres jusqu'à ce qu'ils éclatent, et puis mourrez. » Maintenant, Coq, dit Stubb, se remettant à souper et à son cabestan, mettez-vous exactement où vous étiez avant, là, près de moi, et faites bien attention. Toute attention, répondit Fliss, se penchant de nouveau sur ses pincettes dans la position voulue. Eh bien, dit Stubb, tout en se servant largement néanmoins, maintenant je reprends au sujet de cette tranche. Pour commencer, quel âge avez-vous, Coq? Quoi ça a fait avec la tranche? Dit le vieux noir avec humeur. Silence, quel âge avez-vous, Coq? Environ 90, on dit, marmonna-t-il sombrement. Et vous avez vécu près de 100 ans dans ce monde, Coq, et vous ne savez pas encore faire cuire une tranche de baleine? Sur ce mot, il avala rapidement une autre bouchée, de sorte que ce morceau sembla être une continuation de la question. Où êtes-vous né, Coq? Derrière l'écoutille, dans le bac qui traversait le Roanoke. Né dans un bac? Ça aussi, c'est rigolo. Mais je veux savoir dans quel pays vous êtes né, Coq. Est-ce que je n'ai pas dit le pays de Roanoke? Répliqua amèrement le vieux nègre.
Non, Coq, vous ne l'avez pas dit. Mais moi, je vais vous dire où je veux en venir, Coq. Il vous faut retourner chez vous et naître de nouveau. Vous ne savez pas encore comment on fait cuire une tranche de baleine. Que mon âme soit bénie si j'en fais cuire une autre, grogna fâché le vieux cuisinier en faisant demi-tour pour s'en aller. Revenez, Coq. Ici, passez-moi ces pincettes. Maintenant, prenez ce bout de viande-là et dites-moi si vous trouvez qu'il est cuit comme il devrait l'être. Il tendit les pincettes. Allons, prenez et goûtez-le. Léchant faiblement ses lèvres usées, le vieux nègre répliqua. La tanche la mieux cuite que j'ai jamais goûtée. Juteuse, très juteuse. Coq, fit Stubb se préparant à batailler de nouveau. Est-ce que vous faites partie de l'église? Une fois j'ai passé devant une, à Capdown, répliqua le vieil homme aigre. Une fois dans votre vie vous avez passé devant une église sainte à Captown, où sans doute vous avez entendu un saint homme de prêtre s'adressant à ceux qui l'écoutaient comme à des frères bien-aimés. N'est-ce pas, Coq? Et néanmoins, vous venez me raconter un terrible mensonge comme celui que vous venez de dire, hein? Où croyez-vous aller, Coq? Au lit bientôt, marmonna l'autre, se détournant à demi pour parler. Stop, amenez. Je veux dire lorsque vous mourrez, Coq. C'est une grave question. Maintenant, qu'allez-vous répondre? Quand le vieil homme noix fit doucement le nègre changeant de ton, lui-même n'y a nulle part. Mais quel ange béni viendra et le prendra? Le prendra? Comment? Dans un carrosse avec 4 chevaux, comme ils ont pris Élie? Et l'amener où? Là-haut, dessus, dit Fliss en pointant les pincettes au-dessus de sa tête et en les y laissant très solennellement. Donc, vous croyez monter à notre grande une, Coq, quand vous serez mort. Mais savez-vous que plus vous montez, plus ça devient froid. La grande une, hein? Je n'ai pas dit ça du tout, répondit Fliss, en s'assombrissant de nouveau. Vous avez dit là-haut, n'est-ce pas? Maintenant, regardez vous-même et voyez où pointent vos pincettes. Mais peut-être vous comptez arriver au ciel en passant par le nid de pie, Coq. Mais non, Coq, vous n'y arriverez pas. À moins de prendre la route régulière par le gréement. Ça, c'est un business. Mais il faut y passer, rien à faire. Seulement, aucun de nous n'est encore au ciel. Laissez tomber vos pincettes, Coq, et écoutez mes ordres. Vous m'entendez? Tenez votre chapeau d'une main et plaquez l'autre sur votre cœur. Là, c'est votre estomac. Plus haut, plus haut. Voilà, maintenant vous y êtes. Alors, tenez-le et faites attention. Bien attention, fit le vieux noir, ses 2 mains dans la position désirée et en tortillant sa tête grisâtre comme pour faire venir ses 2 oreilles en avant. Alors, Coq, vous voyez, votre tranche de baleine était tellement mauvaise que je l'ai mise hors de vue sitôt que j'ai pu. Vous le voyez, n'est-ce pas? Bon. Dorénavant, lorsque vous ferez cuire une autre tranche de baleine pour ma table privée, le cabestan que voici, je vais vous dire ce qu'il faut faire afin de ne pas la gâter en la faisant trop cuire. Tenez la tranche avec une main et montrez-lui un tison ardent avec l'autre. Ceci fait, servez-la. Vous m'entendez? Et maintenant, à demain, Coq. Lorsque nous taillerons dans le poisson, ne manquez pas d'être là, afin d'avoir le bout des ailerons. Mettez-les en pickles. Quant au bout de la queue, faites-les mariner, Coq. À présent, vous pouvez partir. Mais Fliss n'avait pas fait 3 pas qu'il s'entendit rappeler. Coq, demain soir, au quart du milieu, donnez-moi des côtelettes. Vous m'entendez? Mettez les voiles maintenant. Allez, hello, stop. Faites une révérence avant de filer. Stop de nouveau. Boulettes de baleine pour le petit déjeuner. N'oubliez pas. Pas dit. Je voudrais que la baleine le mange, lui, au lieu que ce soit lui qui mange la baleine. Je jure qu'il est plus requin que Massaéquin lui-même, marmonna le vieillard en retournant, en boitillant à son hamac. La baleine comme aliment. Qu'un mortel se nourrisse de la créature qui lui fournit l'huile de sa lampe et que, comme Stubb, il s'en repaisse à sa propre lumière, comme on pourrait dire, est une chose apparemment assez bizarre pour mériter qu'on en parle un peu dans cette histoire et qu'on en philosophe. Il est rapporté qu'il y a 3 siècles, la langue de baleine était considérée comme d'une grande délicatesse en France et qu'elle y obtenait de hauts prix. Au temps de Henri VIII aussi,
un certain cuisinier de la cour obtint une belle récompense pour avoir inventé une admirable sauce accompagnant des marsouins rôtis entiers, lesquels, vous vous rappelez, sont des sortes de baleines. En vérité, jusqu'à nos jours, les marsouins ont été considérés comme un très bon manger. La viande hachée est mise en petites boulettes, à peu près de la grosseur d'un sixième de nos billes de billard, et étant bien assaisonnées et épicées, peuvent être prises pour des boulettes de veau ou de tortue. Les anciens moines de Dunfermline les aimaient fort. Ils tenaient de la couronne une grande concession de marsouin. Le fait est que, parmi ceux qui la chassent, la baleine serait considérée comme un plat noble, s'il y en avait trop. Quand vous vous mettez à table devant un pâté de viande de presque 100 pieds de long, ça vous coupe l'appétit. Seuls les hommes sans préjugés, comme Stubb, mangent de nos jours la baleine cuite. Mais les Esquimaux ne sont pas aussi regardants. Nous savons tous qu'ils se nourrissent de baleines et ont de fameuses réserves de splendide vieille huile d'arrière-train. Zogranda, un de leurs plus fameux médecins, recommande pour les enfants des lanières de sa graisse comme excessivement juteuses et nourrissantes. Et ceci me remet en mémoire que certains Anglais, il y a de cela longtemps, accidentellement laissés au Groenland par un vaisseau baleinier, ont vécu pendant plusieurs mois des déchets moisis de baleines, qui avaient été laissés à terre après quelques essais de séchage. Les baleiniers hollandais nomment ces déchets de séchage des beignets, auxquels, à vrai dire, ils ressemblent étant bruns et croquants et ayant un peu la même odeur que les beignets des ménagères d'Amsterdam, lorsqu'ils sont frais. Ils ont l'air si appétissants que l'étranger le plus sobre a peine à se retenir d'y porter la main. Mais ce qui encore déprécie la baleine en tant que plat civilisé est son excessive lourdeur. Elle est le grand bœuf primé de la mer, trop gras pour être délicat et bon. Voyez sa bosse, aussi bonne à manger que celle du buffle, qui est considérée comme un plat rare. N'est-ce pas une solide pyramide de graisse ? Quant au spermacétide lui-même, quelle substance crémeuse et suave, aussi transparente à demi congelée que la chair d'une noix de coco à son 3e mois de croissance, et qui est déjà beaucoup trop riche pour remplacer le beurre. Cependant, nombre de baleiniers ont une certaine façon de le mélanger avec quelque autre substance pour la manger. Dans les longs quarts de nuit, il arrive souvent que les matelots trempent leurs biscuits de mer dans les énormes barils d'huile et les y laissent un peu afin qu'ils se confisent. De cette manière, j'ai fait de bien bons soupers. Dans le cas d'une petite baleine, la cervelle est considérée comme un très bon plat. On casse à la hache la boîte crânienne pour enlever les 2 lobes blanchâtres et gras, ressemblant exactement à 2 gros puddings. On les mélange ensuite avec de la farine avant de les cuire, et cela devient alors un mets très délectable, au goût assez comparable à celui de la tête de veau, lequel est apprécié de certains épicuriens. Mais tout le monde sait qu'à force de manger de la cervelle de veau, certains gourmets finissent par n'avoir pas beaucoup de cerveau eux-mêmes, au point de confondre leur propre tête avec les têtes de veau, ce qui dénote un manque de discernement peu ordinaire. Et c'est la raison pour laquelle un des plus tristes spectacles qu'on puisse voir est celui d'un de ces jeunes élégants ayant devant lui une tête de veau semblant dotée d'intelligence. Cette tête le regarde avec une sorte de reproche et semble lui dire « Et toi aussi, Brutus ?» Ce n'est peut-être pas entièrement parce que la baleine est si spécialement onctueuse que les terriens semblent avoir horreur à l'idée de la manger. Cela semble être surtout pour la raison évoquée plus haut, c'est-à-dire qu'un homme mange une chose marine fraîchement assassinée et mangée à la lueur de sa propre graisse. Sans doute que le premier homme qui tua un bœuf fut considéré comme un meurtrier. Peut-être fut-il pendu. S'il avait été jugé par les bœufs, il l'aurait été certainement. Et il le méritait, si jamais meurtrier l'a mérité. Allez à la boucherie n'importe quel samedi soir et voyez les foules de bipèdes vivants en train de regarder les longues files de quadrupèdes morts. Est-ce que cette vue n'enlève pas une dent à la mâchoire du cannibale ? Cannibale, qu'il n'est pas. Je pense qu'au jour du jugement, il sera plus admis qu'un Fidjien ait conservé salé un missionnaire maigre dans sa cave que toi,
gourmets civilisés et éclairés, qui clouent les oies à la terre et mangent leur foie gonflé dans ton pâté de foie gras. Mais Stubb, lui, mangeait la baleine à sa propre lumière. Et ça, n'est-ce pas, c'est ajouter l'insulte au tort, hein? Mais regardez le manche de votre couteau, mes beaux gourmands enluminés et civilisés, dînant de bœuf rôti. En quoi est-il fait, ce manche? Sinon avec les os du frère ou du propre bœuf que vous mangez. Et avec quoi vous curez-vous les dents après avoir mangé cette oie grasse? Avec la plume du même oiseau, n'est-ce pas? Ce n'est guère qu'il y a 1 ou 2 mois que la Société pour la suppression de la cruauté envers les oies a pris la résolution que son secrétaire userait de plumes d'acier et non de plumes d'oie pour rédiger ses pamphlets.